Donc, nous allons aborder la question de l'histoire de ce colloque des intellectuels juifs de France. Donc, c'est né comment alors Alors c'est né en 1957, un Shabbat, à Versailles, dans une maison de Lozé, où à l'instigation du Congrès juif mondial et du président de la commission culturelle Edmond Fleck, des invitations ont été envoyées à une vingtaine de personnalités. Alors le casting fait rêver, puisque c'était à l'époque Vladimir Yankelevitch, qui était voisin Kéo Fleur de Edmond Fleck, donc André Neher, Léon Algazi, Aaron Steinsberg, Emmanuel Levinas, Léon Ashkenazi, Eliane Amadou-Lévy-Valency, une vingtaine de personnes qui à l'époque représentaient l'élite de la judaïcité française, qui décident de se retrouver dans un Shabbat plein et ils réfléchissent à une question aussi ontologique, aussi essentielle que qu'est-ce qu'être juif? Après la Shoah, après la création de l'État d'Israël, qu'est-ce que c'est qu'être juif? Et les débats les communications sont tellement poussées, le niveau est tellement brillant qu'ils décident l'année d'après de nouveau se rencontrer dans le cadre des locaux du Congrès juif mondial et d'organiser une réunion sur la conscience juive. La réunion est une réussite, de nouveau, qu'ils décident de se rencontrer l'année d'après. Le cadre du Congrès juif mondial devient trop exigu pour accueillir le public et finalement, de fil en aiguille, c'est Emmanuel Levinas Alenieu qui accueille ces rencontres. Oui. Qui était à guichet fermé, et je cite souvent cette remarque de José Eisenberg, du grand rabbin, qui dit qu'heureusement que je suis présidente de séance d'un colloque, c'est le seul moyen de m'assurer une place. Parce qu'il faut s'imaginer que jusqu'aux années 67, et même un petit peu après, ces rendez-vous étaient relayés par la presse non juive. Le Monde, le Figaro faisait un article dès qu'un des colloques avait lieu. Le niveau des discussions était un niveau très élevé, fait par des spécialistes, sur les thèmes qui étaient choisis par le comité préparatoire. Donc dès leur début, c'était André Neher qui était président du comité préparatoire. Il a été remplacé à partir de son allié en 1969 par Jean Alperin, qui jusqu'en 2004 est resté l'indétrônable président du colloque des intellectuels juifs de langue française. Donc jusqu'aux années 70, c'était un rendez-vous phare de la pensée. Oui. Alors pas seulement de la pensée juive, de la pensée, puisque des idées étaient abordées sans tabou, on pouvait parler de tout. Des intellectuels non juifs y participaient, il y a même eu des intellectuels musulmans. Et à partir de 1967, guerre des 6 jours, eh bien, les principaux animateurs de cette école de pensée juive, alors Léon Ashkenazi pour l'école d'Orsay, André Neher, Eliane Amadou-Lévy, Beno Gross pour le colloque, ont fait leur alia. Et finalement, c'est Emmanuel Levinas qui drainait la plus grosse partie du public. On venait au colloque pour écouter Emmanuel Levinas. Et vous me posiez la question tout à l'heure de BHL, puisque BHL a fait ses premières armes de philosophe aux côtés d'Emmanuel Levinas, qui présentait une leçon talmudique dans le cadre du colloque des intellectuels juifs de langue française. Au début des années 70. Au début des années 70, au même titre que Alain Finkielkraut. Oui. Et donc donc Manitou, lui, il appartenait... Il était à l'école d'Orsay. Voilà, c'est ça. Hein. Alors l'école d'Orsay, c'était un petit peu le laboratoire de l'élite intellectuelle des EI. Déjà pendant l'occupation, à l'école des prophètes, il y avait eu des tentatives de penseurs juifs de se regrouper. Et puis, ils encadrent ça à l'école d'Orsay. La première année, les cours de philosophie, les conférences en philosophie sont données par quelqu'un qui s'appelle Jacob Gordin, qui était un grand penseur, qui a fait partie de la Wissenschaft des Studentum, l'Académie des sciences du judaïsme allemande, et qui a été le précurseur de cette école de pensée juive et qui a formé Emmanuel Levinas, André Neher et Léon Ashkenazi, qui lui a succédé comme professeur en matière juive à l'école Gilbert Bloch à Orsay. D'accord, oui. Donc ça, c'est effectivement la pépinière d'intellectuels. La pépinière d'intellectuels. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cette expérience? Raphaël Drey nous a quittés il y a peu. Il était un des derniers représentants de cette école de pensée juive de Paris. Malheureusement, aujourd'hui, à l'instar des intellectuels en général, on observe une éclipse des intellectuels juifs et c'est assez dommageable. Donc c'est des modèles qui sont réinventés. Puisque ce qui a fonctionné dans ces années-là, évidemment, ne peut plus fonctionner, puisque beaucoup de choses ont changé, la crise de la philosophie aussi, l'individualisme, la modernité n'est plus la même, donc des modèles sont à réinventer, et il ne reste malheureusement plus grand-chose, même si au niveau universitaire, on essaye de parler de cette expérience, on essaye de la reproduire et de la prolonger. C'était avant tout il y avait Eliane Amadou-Lévy qui présenter un peu le côté féminin, si on peut dire. Alors c'était une des rares femmes qui appartenait à cette expérience. Alors c'est une femme
C'était une femme remarquable. Elle était philosophe, agrégée de philosophie. À la Sorbonne, quand elle a présenté sa thèse de doctorat, elle a fait quelque chose de totalement novateur, c'est qu'elle citait de la même manière Bereshit et les philosophes de la tradition depuis Platon jusqu'à Nietzsche. Et cette tradition, elle a perpétué en Israël, à l'école française de Bar Ilan, où elle a fait que pensée juive et philosophie soient regroupées au sein du même département. Donc Lévinas, par exemple, n'était pas agrégée, elle était agrégée de philo, et elle avait la reconnaissance universitaire que peut-être d'autres n'ont pas eue. Et elle n'a absolument rien à envier à ses confrères masculins. Alors, pour terminer notre entretien, vous disiez que vous aviez fait d'autres choses dans ce champ-là, dans cette mouvance. Alors, j'ai signé notamment une étude sur les intellectuels juifs et chrétiens en dialogue, puisqu'à chacune des rencontres, à chacun des colloques, la présence d'un intellectuel chrétien était demandée, attendue et remarquée comme caution de l'universalité du judaïsme. Les choses étaient un petit peu inversées. J'ai écrit des biographies d'André Neher aux archives juives, une biographie de Jean Alpérin. J'enseigne à l'Institut universitaire d'études juives. J'ai signé une entrée sur le colloque des intellectuels juifs de langue française dans un dictionnaire de judaïsme sous la direction de Jean Lézalbaum et de Antoine Spire. Voilà, parmi les choses les plus importantes. Et puis je m'occupe des pages culturelles d'actualité juive. D'accord, donc le colloque des intellectuels juifs, il ne fonctionne plus? Non. Alors le dernier a eu lieu en 2004. Oui, voilà. Il y a eu une tentative avec un colloque en hommage à Jean Alpérin, mais c'était pas exactement la même chose. Mais aujourd'hui, non, le colloque a cessé d'exister. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire, en sorte de synthèse un peu, quel a été l'apport de ces intellectuels juifs? Qu'est-ce qui les caractérisait? Quelles étaient leurs thématiques? L'apport essentiel, c'était, quel que soit son degré de pratique, de dire que on peut repartir des sources de la tradition juive et en se replongeant dans ces sources de la tradition judéo-chrétienne, on peut apporter toutes les réponses aux questionnements modernes que l'on peut se poser, aux questionnements contemporains. C'est-à-dire que les textes de la tradition ne sont pas une survivance un peu obsolète ou obscurantiste d'une religion, ils peuvent être le point de départ à tout questionnement moderne. Et c'est là la grande avancée de ces intellectuels, c'était de réconcilier un particularisme avec l'universalisme. Est-ce qu'ils étaient entendus, ces intellectuels? Ils étaient entendus à l'extérieur même de la communauté, justement parce que des penseurs chrétiens participaient et que des penseurs comme Jacques Derrida, comme Jan Kelevitch, qui étaient des pivots de l'université, participaient à la fois aux rencontres et les propager à l'extérieur. C'est un peu comme les rencontres de Pontigny, etc., de Cerisy. Cerisy, oui. D'accord. Bon, écoutez, je vous remercie. C'est vrai que il y avait des choses que je ne connaissais pas. Pourtant, je connaissais d'assez près ces phénomènes, mais je ne connaissais pas leur histoire. Moi-même, j'intervenais parfois de la salle comme ça, mais c'était repris dans les actes. Dans les actes des colloques. Comme j'ai la satisfaction de voir mon nom figurer dans un certain nombre de cas. C'est pour ça que votre nom sur votre carte me disait quelque chose. C'est que donc tous les colloques ont été publiés en actes, et qu'au-delà des communications des intervenants, il y a même les discussions qui ont été reprises. Et que finalement, avec ces discussions, on fait le tour d'un sujet. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que des années après, on se replonge dans cette atmosphère grâce à ces actes des colloques. Ils sont difficilement trouvables aujourd'hui. Oui, moi j'en ai quelques-uns, effectivement. C'est vrai que M. Alpérin, parfois, c'était dans les années 70, il reprenait certaines de mes interventions. C'était amusant sur le train. Mais vous n'étiez pas encore né. Et j'ai bien connu aussi Manitou, et il parlait effectivement aussi de... Mais alors comment se fait-il que ces intellectuels ont émigré, justement, ont fait leur alias? C'était dans la logique de leur comportement? Alors c'est très compliqué parce que les logiques sont différentes selon les uns et les autres. Mais pour Manitou ou André Neher, être juif en France après la guerre des 6 jours, c'était compliqué. Déjà la Shoah avait été un élément traumatisant. Qui avait changé leur façon de réfléchir. Et la guerre des 6 jours était le précédent
qui a fait que en Israël, il fallait à ce moment-là s'exprimer là-bas. Et étonnamment, ces intellectuels en Israël n'ont pas eu l'aura qu'ils attendaient. Ils sont restés des intellectuels juifs de langue française en oui. Israël. C'est souvent c'est comme ça que ça se passe. On est plus français en Israël qu'en France. Ouais. Non, c'est vrai. Donc ils n'ont pas eu effectivement tout l'un. Madame, oui, c'est assez. Ils ont fait des choses, mais ça. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire véritablement? Ils auraient pu essayer de tirer vers le haut la pensée juive. Mais quand, par exemple, je pense à quelqu'un comme Shmuel Trigano, par exemple. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est un intellectuel juif contemporain? Alors lui, il a fait partie du colloque. Il a monté quelque chose qui a fait concurrence au colloque, qui était le collège des études juives. Voilà, c'est ça. Et qui est évidemment un intellectuel juif. Après, la question est de savoir, est-ce que à l'extérieur de la communauté, dans les milieux exogames, est-ce qu'il a la même écoute qu'à l'intérieur de la communauté? Ce qui était le cas pour ces intellectuels-là. La réponse n'est pas évidente. De même qu'il y a Alain Chouraki aussi. Oui. Qui participe aujourd'hui. Oui, et qui a été un des précurseurs de ces intellectuels qui étaient... non, je ne parle pas d'André Chouraki, je parle de son neveu, ou je ne sais pas comment il s'appelle. Oui, c'est encore autre chose, parce que... et en fait, pour être un intellectuel, il faut plusieurs conditions. Il faut déjà être engagé dans le débat public, il faut avoir une conscience juive, et il faut avoir une culture universelle la plus large possible. En effet. Donc, au-delà de ces trois éléments, qui aujourd'hui est en mesure de répondre à ces trois attentes? Il y a plus grand monde. Ouais. Bon, écoutez, c'est une question à laquelle on devrait essayer de répondre. Ouais. Merci.